Alors, ma présentation va porter sur Cherokee, va être en écho aux deux précédentes, surtout à celle de Maxime Decou. J'espère quand même pas trop répéter ce qui a été dit. Donc, Cherokee est le deuxième roman de Deschnoz, vous savez, que celui qui a lancé sa carrière puisqu'il a gagné le prix Médicis. C'est également le premier que j'ai lu, pour lequel j'avais rédigé un compte-rendu dans la revue Spirale en mars 1984, ce qui, et vous excuserez cette vérité de la palisse, ne me rajeunit pas vraiment. Si le style Deschnoz est particulier et reconnaissable, il a traversé, on le sait, différentes phases. L'équipée malaise n'est pas courir, qui n'est pas l'occupation des sols. Et le labyrinthe narratif d'Envoyé spécial, son dernier roman, n'est pas sans rappeler à notre bon souvenir la manière Cherokee, dont je dirais d'abord que ce roman possède une qualité rare, il est hilarant. Il y a à la fois dans Cherokee une immense fébrilité et une non moins grande vacuité. L'envahissante torpeur qui semble miner chaque geste des personnages les transforme parfois en pétaradantes machines à déplacer de l'air et on se croirait dans certains films où Harold Lloyd ne nous laisse que des souvenirs heureux. Harold Lloyd, je ne choisis pas ce nom par hasard parce qu'il s'agit peut-être de l'ouvrage le plus américain de Jean Deschnoz. Je me risque à poser cette hypothèse dès maintenant, j'y reviens dans quelques minutes. Alors, on en a parlé, mais je rappelle quand même rapidement, de façon synthétique, les grandes lignes du roman. Donc, George Chave ou Shave, j'y reviens tantôt. Ayant besoin d'argent, se fait embaucher chez Benedetti, propriétaire d'une agence de détectives privée plutôt bas de gamme. Après avoir résolu avec succès quelques enquêtes, il part à la recherche d'une jeune femme, Jenny Veltman, dont il ne connaît rien, mais pour qui il a eu un coup de foudre. Cette poursuite en déclenche une seconde dont il fait les frais. Il est manipulé sans savoir par qui, ni pourquoi, ni comment. Donc, poursuite qui tourne autour d'une histoire d'héritage. Elle impliquera son cousin Fred Shapiro, qu'il n'a pas vu depuis des années, et Ferguson Gibbs, personnage à l'honnêteté douteuse. La police, une secte portant le nom de rayonnistes de la main gauche, les hommes de Benedetti, les Dupont et Dupont du roman, à savoir Rippert et Buck, ce dernier ayant, je cite, une allure confuse de souteneur et de petit déjeuner. Sans oublier celui qu'on retrouve inévitablement dans le paysage sans qu'on sache par où il passe, Roger Briffaut, l'indicateur de tout le monde. Alors que ce dernier observe ce qui se déroule devant lui, bien caché, on lit ceci. Il les distinguait à peine, percevait à peine leurs paroles, comprenait à peine la situation. Si même un indicateur ne comprend rien, imaginez les autres personnages et le lecteur, lui. Évidemment, ici, comme ailleurs chez le romancier, l'absence se manifeste dans la narration, sans cesse fuyante, évanescente. Elle se trouve dans ces nombreuses ellipses et ruptures subites qui font perdre le fil de la lecture, au point où si ces trous dans la narration n'étaient pas aussi fréquents, nous serions sans doute encore plus désorientés à la lecture de Cherokee. Puis la présence régulière du verbe jouxter en est un autre indice. Tel débarras inutilisé jouxtait la chambre attribuée à Georges, par exemple. Jouxté, côte à côte, contigu. Il y a toujours quelque chose de parataxique chez Deschnoz. Nous sommes dans la juxtaposition et les événements ne paraissent pas particulièrement subordonnés les uns aux autres. Les rapports de dépendance sont arbitraires. Concrètement, les absences sont nombreuses dans Cherokee et leur statut diffère. J'en mentionne 4 qui, à mon sens, organisent le roman et je m'arrêterai pour l'essentiel à la 4e, dont l'intérêt est, selon moi, plus singulier. Il y a d'abord la présence de Paris, principal personnage, oserais-je dire, de ce roman, même si des scènes se passent ailleurs en France. Mais la ville se manifeste surtout par ses vides, ses creux, par ce qui l'absente à elle-même. D'arrière-cours abandonnées à café louche sans clients, de boulevards où les gens disparaissent subitement en ruelles obscures en passant par des pièces vides où ne restent que des objets, comme cette cheminée qui ressemble à une meringue mutante, ou cette sculpture ayant des reliefs informes concrétisant malhabilement une idée imprécise. Les personnages sont souvent englués dans ces lieux qu'on a abdiqués, ces débarras dégarnis. Les individus occupent l'espace, mais les lieux sont vides, les objets absents, les déictiques vagues, dans une langue pourtant d'une grande précision. Ensuite, il y a cette mystérieuse Jenny Veltman, soudain apparue sous le regard de Georges à la bibliothèque, réapparue dans la rue, à qui il donne rendez-vous et qui ne se présente pas à celui-ci. D'autres se présentent à sa place, ce qui sera le début d'un imbroglio dans lequel se retrouve pris Georges Chave. Mais sa passion pour cette femme, si vite absente, aussitôt rencontrée, aussitôt disparue, laisse perplexe.
Ne serait-ce pas simplement la curiosité qui le pousse à savoir ce qu'elle est devenue? Ou encore, n'anticipe-t-il pas qu'avec elle, à cause d'elle, ou grâce à elle, un piège lui est tendu dans lequel il décide volontairement de se laisser prendre? Qui sait? De Georges Chave, avouons-le, on connaît peu de choses. Troisièmement, il y a le fameux dossier Ferraud au cœur de ce stratagème textuel. En 1883, un homme nommé Marguerite-Élie Ferraud est assassiné à l'arsenic par son gendre, qui veut faire croire à un accident. L'homme est immensément riche. Mais à la surprise et à la très mauvaise surprise du gendre, le Ferraud s'attendait au pire et dans son testament interdisait que sa fortune échût à qui que ce fût dans sa famille avant la disparition complète de ses descendants jusqu'à la 5e génération. Voilà que nous en sommes à la 6e génération et le notaire responsable du magot donne à l'équipe de Benedetti le contrat de retrouver l'heureux récipiendaire de la fortune de son aïeul. Sauf que de descendants, il n'y en a pas. Mais puisque le notaire paye, malgré tout, on continue à chercher. Le dossier échoit à Chave qui en prend connaissance pour la première fois dans une scène qui évoque à elle seule l'embrouillamini de cette narration. Le dossier Ferraud, et je cite ce passage que je trouve merveilleux. Le dossier Ferraud était composé de documents dépareillés quoique redondants, pauvres en informations, qu'on suspectait parfois d'avoir été mis là dans le seul but de faire épais. C'était encore de vieilles coupures de presse ligneuses, des lettres délavées, illisibles, fendues aux pliures, des brouillons souvent remaniés, d'arbres généalogiques hérissés de branches mortes, des copies à l'alcool d'actes juridiques abstraits, des comptes rendus fuyants signés par l'un ou l'autre des adjoints de Benedetti, des doubles de billets dilatoires adressés par ce dernier au notaire. Il n'était pas possible de dégager un sens ni même un ordre de cette broussaille de papier hétéroclite qui évoquait un étal de clochards dans les franges les plus lumpen prolétariennes d'un marché aux puces de banlieue. De l'arbre aux branches aux broussailles, on a l'impression que ce dossier a quitté les arcanes de l'administration fiscale et notariale pour aller se liquéfier dans une jungle humide peu propice à la présence humaine. De descendants, on n'en trouve donc pas, et même, Georges Chave le dira à Gibbs, qui cherche avec frénésie à mettre la main sur cette fortune, il n'existe pas de véritables archives. La perfection de cette absence de toute descendance n'a d'égal que la disparition planifiée des marines de Bartlebooth au lieu même où elles ont été peintes dans la vie mode de l'emploi. Ce chaos de paperasse en bonne partie en lambeaux forme l'ossature d'un vide. L'ossature d'un vide, ça doit être un oxymore. Il n'empêche, autour de ce centre vide se conjuguent, grosso modo, les principaux événements qui se déroulent dans le roman. Enfin, il y a une absence moins importante sur le plan diégétique, mais primordiale en ce qu'elle organise en sous-main toute la narration. Ce sera du moins l'hypothèse que je défendrai maintenant. Elle renvoie à ce titre, a priori un peu énigmatique, Cherokee. Énigmatique parce qu'on songe d'abord à la communauté autochtone qui habitait l'Est et le Sud-Est des États-Unis, d'autant qu'on lit à l'endos du livre que Georges Chave se retrouve seul comme un peau rouge. L'absence de déterminant étonne un peu. Plus logiquement, on pourrait s'attendre à en lire un accompagnant le nom, le Cherokee ou les Cherokees. En réalité, il s'agit bien des Cherokees, mais par une médiation musicale. Dans les premières pages, on apprend que Georges Chave est un amateur de jazz. Sa collection est présentée ainsi. Un mur entier de l'une de ses pièces était occupé par des disques, 468 disques au juste, principalement de la musique de jazz enregistrée entre 1940 et 1970, comprenant la quasi-totalité des catalogues Prestige et Riverside, l'essentiel de la maison Blue Note, un échantillonnage complet des productions des autres firmes, et tous ceux que Georges avait achetés en Hollande, commandés en Suède, et les enregistrements pirates, les imports japonais, et aussi les disques de marques inconnues enregistrés dans des cuisines aux pochettes façonnées à la main qu'expédiait à Georges, un ami américain. Cette citation, qui est à la page 14, donc c'est la 5e ou 6e page du roman, cette citation ne peut qu'attirer l'attention car elle n'a aucun sens. La narration précise qu'il y a très exactement 468 disques, même pas seulement, mais essentiellement de jazz des années 1940 à 1970. Or, ce chiffre invite à une forte incrédulité, sinon une méfiance envers ce qui pourrait suivre. La quasi-totalité des catalogues Prestige et Riverside pour les années 1940-1970, à elle seule, en compte beaucoup plus. Quant à la marque Blue Note fondée par Alfred Lion en 1939, je ne vous dis pas. Comme la plupart des enregistrements de Blue Note entre 40 et 70 sont essentiels, il faut facilement compter plusieurs centaines.
À cela s'ajoutent des informations qui appellent un nombre pléthorique de disques, donc tous ces imports japonais, etc., etc. C'est la première absence du roman et elle paraît d'autant plus frappante qu'elle ne s'explique pas et pourrait presque passer inaperçue. Manifestement, on veut nous faire sentir que quelque chose cloche. Comme dans tout bon polar, des indices apparaissent de manière impromptue. Cette intrigante absence prend un sens plus concret autour d'un titre en particulier. Georges et son cousin Fred Shapiro se sont très peu vus au cours des dernières années. La dernière fois, dans un café Place de la République, je cite, « Fred était encore bizarre, sombre, désinvolte, presque méchant. Il ne rendit pas à Georges un disque emprunté depuis longtemps, une interprétation très peu courante de Cherokee. » Le titre du roman, soudain, prend un autre sens. Cherokee, titre parfois accompagné entre parenthèses de la formule Indian Love Song, est une pièce célèbre, véritable standard écrit par Ray Noble en 1938. Célèbre notamment parce qu'il a été joué par quelques-uns des plus grands noms du jazz, des grands orchestres de Duke Ellington et Count Basie jusqu'à Charlie Parker, Sarah Vaughan, Art Tatum, Clifford Brown, Chet Baker, Wynton Marsalis, jusqu'à la version époustouflante tout en finesse du formidable saxophoniste Kamasi Washington sur son album triple épique en 2015, saxophoniste que je vous invite fortement à aller voir au Festival de jazz cet été. Moi, j'ai déjà mon billet. On pourra aller prendre un verre après pour fêter ça. C'est une pièce qui devait être le premier mouvement d'une suite indienne en 5 parties dont les suivantes s'intitulent ou devaient s'intituler Comanche War Dance, Iroquois, Seminole et Sioux Sioux. Je ne sais si ces autres mouvements étaient composés. En tout cas, je ne les ai jamais entendus. S'il ne sera plus question de cette pièce avant les ultimes lignes du roman, elle s'absente donc après cette unique mention. Il faut souligner que le jazz vient ponctuer à plusieurs reprises le roman. On apprend que Fred lui-même a étudié le piano, je cite, puis l'avait assez pratiqué pour pouvoir développer des thèmes repiqués sur des disques, des choses de Ray Bryan, de Junior Mance, de Bobby Timmons, des choses comme ça. Chez Georges, sa compagne Véronique met un disque de Bill Evans qui pleurait et grésillait sous le diamant usé. Un poste de radio diffuse du Vinton Kelly. Ailleurs, une voix détendue sortie du poste pour indiquer qu'on venait d'entendre du Kenny Drew et qu'on allait écouter du Freddie Reed. On entend un peu de Sonny Clark très assourdi. Et puis à la radio encore, une émission devait être consacrée au continuateur de Bud Powell. Elle n'était pas mal composée, pensa Georges, quoiqu'il n'eusse pas dû négliger Walter Davis. Caché dans une maison à l'extérieur de Paris par un ami vaguement mafieux, une autre rencontre produite par hasard qui déterminera beaucoup de choses, Georges Chave y découvre une contrebasse avec laquelle il fait des gammes, travailla le blues en 2 ou 3 tonalités. Puis, rejoint par celui qui le protège dans cette maison, un certain Crocognan, et une autre personne, ils vont former un petit trio. C'était un trio presque orthodoxe. Tout cela ne relève pas du hasard, et Schnoz lui-même a pratiqué la contrebasse et a écrit des chroniques pour Jazz Hot. Lors d'une brève entrevue accordée à Jazz Magazine en juillet dernier, dans le cadre d'un dossier portant sur le 50e anniversaire de la mort de John Coltrane, il rappelait l'importance que le jazz avait eue pour lui, même si, ajoutait-il, il a pris un peu ses distances d'une musique qu'il trouve moins révolutionnaire. Son dernier héros, pour reprendre son mot, aura été Albert Taylor, dont je précise que le suicide remonte à près de 50 ans. Je trouve que Schnoz étant quand même un peu paresseux dans sa recherche d'un son nouveau. Sa grande affaire, je reprends encore ses mots, aura été Thelonious Monk. Et l'influence n'aura pas été que musicale, je le cite. « Quand j'écris, je fais très attention aux phrasés, je ne fais attention qu'à ça. Les histoires, l'imagination, d'accord, mais le bruit de la phrase est aussi important, parfois presque plus, que ce qu'elle raconte. Entre son et sens, on est assez proche du jazz et de la poésie. Monk, tout spécialement, donne des idées de son, d'écriture. Ces ruptures et ces dissonances, ces rythmes faussement incontrôlés, ce jeu permanent. Le flow coltranien, lui, me correspond sans doute moins. » Dès lors, on peut se demander pourquoi Schnoz n'a pas choisi un titre célèbre de Monk pour son roman en hommage. Round Midnight, In Walked Bud, Epistrophe, que sais-je, ce n'est pas ça qui manque. Mais un tel titre aurait peut-être trop directement renvoyé à l'œuvre de Monk, alors que Cherokee conserve une polysémie qui renvoie doublement aux États-Unis, donc les Cherokee et le titre de la pièce, et annonce ainsi la couleur. Cherokee est à la fois un roman français par la langue, les lieux, et américain par les références interdiscursives, français et américain à la fois,
liées comme les faces A et B d'un jeu 78 tours de chez Blue Note. En fait, la particularité de l'absence dans Cherokee, c'est qu'elle se manifeste, pourrait-on dire, par superposition, comme s'il s'agissait de démontrer que l'hétérogénéité des références culturelles, accumulées des deux côtés de l'Atlantique, ne peut qu'instaurer des manques, des absences, des dissonances, pour reprendre le mot utilisé à propos de Monk. La collection de disques de jazz annoncée au début du roman en serait un signe. À vouloir annoncer que tout ou presque a été rapaillé, on visualise d'autant plus tout ce qui manque. Attardons-nous pour terminer sur quelques-unes de ces références à la culture américaine dont le jazz est le premier signe dans le roman. On notera que les noms d'origine étrangère sont nombreux, Jenny Veltman, Benedetti, Daskalopoulos, et ceux d'origine anglo-saxonne dominent, de Rupert et Buck, en passant par celui du propre cousin de George Chave, Fred Shapiro. Le nom Georges Chave est bien français. Il s'agit même, j'ai cherché, d'un régionalisme en France qui indique un trou dans la berge d'une rivière, signalant donc une absence. Pourtant, on ne peut s'empêcher d'entendre Shave. Impression qui est corroborée d'une certaine manière plutôt comique par le dialogue suivant entre Benedetti et Georges. Donc c'est Benedetti d'abord qui parle. « Qu'est-ce que c'est que ce nom, Chave, votre nom ?» digressa-t-il au bout d'un bref silence. « C'est de quelle région ?» « Je ne sais pas trop, dit Georges. Il y a un boulevard à Marseille qui s'appelle comme ça. C'est là qu'on coupait la tête aux gens dans le temps. La référence au rasoir se fait presque naturellement. Les noms des personnages accompagnent ainsi les noms des nombreux jazzmen américains mentionnés dans le roman, nombre qui augmente à mesure qu'on approche du dénouement. Si la référence aux Autochtones américains se trouve dans le titre du roman et par le fait même de la pièce de jazz également, on la retrouve aussi ailleurs, comme dans les méthodes d'un autre individu qui viendra en aide à Chave, un certain Donald, prénom encore bien américain de Donald Duck à Donald Trump, dont le visage, je cite le roman, dont le visage, ce Donald, exprimait une grande tranquillité d'Apache bavarois. Ailleurs, en guise de synonyme, semble-t-il, on le surnomme le Chewin transalpin. Ils apparaissent, donc les Autochtones apparaissent également de manière indirecte dans cette scène qui ne sera finalement pas jouée par Buck et qui a été citée tantôt, qui donc, qu'on pourrait trouver dans un roman policier, mais aussi dans un vieux western. Hein, je la reprends rapidement. Comme il eût été simple d'entrer sans façon d'un coup de pied dans la porte, de dire à cette femme 3 mots d'une voix fatiguée en américain, etc., etc. Donc, on peut y voir le western dans cette scène imaginée, comme s'y trouve bien sûr aussi le polar. Et en effet, dans ces mots fatigués en américain, on devine une torpeur propre à la reprise d'une scène banale en 1983, une scène banale de Hard Boiled, une fatigue d'autant plus imposante que nous sommes vers la fin du roman et que se sont amoncelés des signes, des images, des figures, des cadres propres au roman comme au film noir. Roman, film, l'un ne va pas sans l'autre, on ne devine plus Sam Spade sans Humphrey Bogart et vice-versa. Pourtant, le lecteur, lui, ne ressent pas cette fatigue car malgré tout, les temps ont changé. Nous ne nous trouvons plus devant une traduction de Chandler ou Cheney par Boris Vian. Donald Westlake et bien d'autres sont passés par là. Le métanoir, le second degré, la déconstruction des codes se sont multipliés à l'envi et Echenoz en joue, sinon en jouit, par une écriture qui n'a rien de sèche, d'un Red Harvest, par exemple. Et d'ailleurs, contrairement au premier roman de Hammett, les morts, ici, se comptent au singulier. Un autre élément vient servir le détournement des codes. Un autre genre américain vient s'introduire entre la musique jazzistique, le western et le polar. À propos de Rupert et Buck, il serait sans doute, on pourrait parler de Laurel et Hardy. Hein, et je reprends une autre citation. Il était une fois deux hommes nommés Rupert et Buck, ce genre de grands maigres et de petits gros qu'on ne présente plus. Il était une fois, non pas parce qu'ils sortent d'un conte, mais parce qu'ils sont un archétype, le couple burlesque d'un certain type de film. En effet, il y a des images qui ne sont pas sans rappeler le cinéma muet, et particulièrement le slapstick. Si le genre n'est pas propre au début du 20e siècle et ne se limite pas aux États-Unis, en France, Pierre Étais en a été un des plus brillants représentants, il reste que cela aura été une des principales caractéristiques du cinéma burlesque américain dès ses débuts, et même par-delà le parlant, jusque dans les années 30. De Mack Sennett à Charlie Chaplin, en passant par Buster Keaton et les Marx Brothers, on ne cesse de voir des portes qui s'ouvrent et se ferment, claquent au visage de l'un et de l'autre, des seuils qui sont traversés au moment où on tombe sur le derrière,
des face-à-face impromptus avec le mari de madame ou le policier qui, comme par hasard, nous cherchait avec une rage féroce. Ces scènes se retrouvent dans ce roman où les genres se bousculent et trébuchent, se croisent pour mieux se télescoper, et où une main se tend, littéralement, au moment le plus inattendu, pour sortir Georges Chave du pétrin. Je suggère, pour conclure, à mes risques et périls peut-être, 2 intertextes au début et à la fin du roman, qui viennent aussi déjouer les codes traditionnels du polar et superposent des références françaises et américaines. À la 2e page, Crocognan, dont on ne connaît pas encore le nom, est sorti vaseux d'un hangar, se retrouve dans un bar-tabac et commande à manger. Il regarde sa montre qui indique 3h20, se dit que ce n'est pas possible, je cite, « Il porta la montre à son oreille, la remonta brutalement, défit la boucle du bracelet, secoua la montre dans son poing, l'ausculta encore, puis la jeta devant lui, l'écrasa comme une blatte en accélérant le pas. Quentin Compson détruira sa montre de la même exacte manière dans la scène sans doute la plus commentée de la 2e partie de The Sound and the Fury de William Faulkner, auteur du Sud, chez qui le son du blues se fait parfois entendre. Quant à la finale, l'avant-dernier chapitre, elle nous conduit dans un dédale labyrinthique où tout s'accélère, presque comme dans un dessin animé, en même temps que le jazz se fait plus présent, rythme le récit et que tout le monde se rentre dedans. On se croirait, et je ne suis sans doute pas le premier à y penser, à la fin de Zazie de Raymond Queneau, roman où les faux flics et les personnages au statut incertain abondent comme dans Cherokee. Les États-Unis et la France se voilent et se dévoilent mutuellement, l'une ayant besoin de l'autre dans ce roman où les rebondissements ne manquent pas. L'histoire se termine bien, puisque Fred et George paraissent réconciliés. Le premier invite le second dans sa grosse bagnole, il a peut-être bien retrouvé le magot du père Féraud, et lui fait écouter, et oui, Cherokee. Mais la boucle n'est pas bouclée, il s'agit d'un leurre, car dans la voiture, c'est une bande magnétique qu'on écoute. Puis on ne connaît pas la version, elles sont nombreuses, comme je le mentionnais plus tôt. Le disque, lui, on ne le reverra pas, toujours absent. La fin est moins heureuse qu'on aurait pu l'espérer, mais le lecteur s'est bien amusé quand même. Je vous remercie.